Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mes lectures du mois d'août. En août, j'ai eu un début de mois un peu chaotique où j'ai abandonné 2 livres, mais le reste du mois j'ai fait des plutôt bonnes lectures, du coup j'ai très hâte de vous en parler. J'ai commencé le mois d'août avec le dernier tome de la saga de l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante que j'ai beaucoup aimé. Je vais pas trop développer mon avis parce que j'ai pas envie de vous spoiler l'intrigue du coup de cette saga si vous ne l'avez pas encore lu. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé suivre ces personnages pendant 4 tomes et j'ai beaucoup aimé comment tout ça se termine. Ensuite je vais vous parler du premier livre que j'ai abandonné, c'est Les Fils de la Médina de Naguib Mahfouz. C'est un roman que j'avais hyper hâte de lire, j'avais entendu des super échos dessus et du coup j'étais hyper déçue de ne pas l'apprécier. Je l'ai abandonné je crois à la page 300 et quelques, donc j'ai vraiment essayé de lui donner sa chance, mais pour le coup ça l'a vraiment pas fait avec moi. En fait on suit... on va dire plusieurs générations de personnages qui habitent tous dans le même quartier du Caire qui en fait vient d'une demeure de base qui va ensuite se développer en quartier tout autour. Et du coup, on suit les différentes générations à partir d'un des fils de la première génération qui va du coup être exilé et qui va faire sa vie à l'extérieur de la maison et qui va donc développer un peu le quartier. C'est un livre au début que j'aimais bien, mais en fait, je l'ai trouvé hyper répétitif. À chaque partie, on change de génération, on retrouve des nouveaux personnages, mais j'avais l'impression de retrouver à chaque fois le même genre de personnage, le même genre d'intrigue, et j'avais pas l'impression que ça évoluait beaucoup. Et ça m'a vraiment lassée, surtout que c'est un livre qui fait 600 pages comme je vous le disais, et j'en ai lu 300 et vraiment j'avais l'impression de relire en boucle la même chose. Donc ouais, je pense que je suis passée à côté. Il y avait également beaucoup en fait de références à la religion et je pense que ça m'a un peu sorti de ma lecture aussi. Donc ouais, pour toutes ces raisons, je pense que ça l'a pas fait avec moi. Après, comme je vous dis, j'avais entendu beaucoup d'éloges sur ce livre, donc si jamais vous voulez le lire, donnez-lui quand même peut-être sa chance et ne vous fiez pas seulement à mon avis. Le deuxième roman que j'ai abandonné, c'est Martyr de Kaveh Akbar. C'est un roman que j'avais hyper hâte de lire parce que pareil, j'avais vu beaucoup de retours positifs sur ce roman et donc j'en attendais beaucoup, peut-être trop, mais je vais pas dire détesté, mais le personnage principal, je ne le supportais pas. On suit en fait un mec qui s'appelle Cyrus, qui a émigré lorsqu'il était enfant de je ne sais plus quel pays, parce que je vous avoue ça m'a pas trop marqué, jusqu'aux États-Unis, qui vit avec son père parce que sa mère est morte dans un avion lorsqu'il était vraiment très jeune, et donc il a grandi avec son père aux États-Unis. C'est un jeune homme qui est hyper problématique puisqu'il a des addictions en fait et il est un peu bizarre, on est vraiment dans sa tête, on suit toutes ses pensées et vraiment je me sentais mal à l'aise en lisant ce livre. En fait avec le personnage principal ça l'a vraiment pas fait et donc en fait ma sœur l'avait lu et je lui ai dit que j'en pouvais plus, j'avais lu je crois 110 pages, un truc comme ça, et elle m'a spoilé du coup le reste de l'intrigue et vraiment je me suis dit ok, le plot twist est bien, mais est-ce que ça valait vraiment le coup de se taper le mec pendant 300 pages? Je suis vraiment pas sûre. Donc ouais, j'ai été assez déçue de ce côté-là. J'ai arrêté en fait au moment qui devenait peut-être un peu plus intéressant dans le livre, mais comme je vous dis, moi, vu que le personnage principal m'intéressait pas du tout, j'arrivais pas à m'intéresser à l'intrigue. En fait, il va découvrir qu'il y a une artiste qui est atteinte d'un cancer, qui va faire une genre d'expo où elle va discuter avec des étrangers jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'en fait elle a le cancer et elle a décidé de ne pas suivre de traitement et donc elle va mourir dans ce musée et elle décide de consacrer ses derniers instants à parler avec des gens et raconter un peu son expérience, avoir des discussions profondes, etc. Et donc le personnage principal décide d'aller voir cette femme et de la rencontrer et on suit un peu toutes les réflexions qu'ils vont avoir entre eux et toutes les discussions qu'ils vont pouvoir avoir puisque ce sont deux personnes qui viennent du même pays. Donc ils ont quand même quelques sujets de conversation en commun. Et ouais, voilà. Je pense que je fais pas du tout honneur à ce livre en faisant le résumé, mais si vous l'avez bien compris, je n'ai pas trop aimé. Donc voilà. Donc là, après avoir abandonné ces 2 livres, j'étais un peu au bout de ma vie, au bord de la panne de lecture. On était à peu près mi-août et donc je me suis dit, il faut que je lise un truc qui va se lire vite, facilement pour me remettre un peu dans le rythme parce que mes 2 dernières lectures avaient vraiment été très décevantes et donc je me suis dit que j'allais lire une romance parce que ça faisait super longtemps, j'en lis vraiment très peu, je pense que je dois en lire une par an grand max et donc j'ai lu Love Theoretically de Ali Hazelwood. J'avais déjà lu The Love
Hypothesis de cette autrice. Et donc je me suis replongée dans cette romance qui était chouette mais pas transcendante. C'était juste une lecture pour me remettre un peu dans le rythme. C'est une romance dans laquelle il y a un trope de fake dating et en gros on suit une jeune fille qui, pour payer pas ses études puisqu'elle est jeune doctorante et elle a fait déjà ses études, elle est prof je crois dans une école, un lycée ou un truc comme ça, et elle gagne très mal sa vie, donc elle a décidé de faire un petit job à côté, et son job c'est donc d'être une fake girlfriend pour des mecs qui la payent. Sauf qu'elle va une fois être en date dans la famille d'un mec, elle va se rendre compte que le frère du mec c'est un scientifique qui a fait une crasse à d'autres scientifiques il y a quelques années. Et donc ça va lancer toute une relation un peu enemies to lovers, même si c'est un peu que de son côté. Et ouais, comme je vous disais, c'était une chouette romance, mais c'est pas une lecture transcendante non plus, c'est pas le livre du siècle. Ensuite, ma meilleure lecture du mois, je pense que c'est le roman d'un mât bleu de Georges de Perbrune. C'est un roman que j'ai adoré. On suit en fait une autrice à la fin du 19e, je crois, qui va arriver à Paris, qui va essayer de se faire un peu un nom dans le cercle littéraire de l'époque et qui va se prendre des gros stops en fait de tous les côtés parce que c'est une femme et elle ne veut pas rentrer dans le jeu entre guillemets des hommes, dans le sens où elle ne veut pas être dans une relation de séduction avec eux pour parvenir à ses fins, et donc elle va être assez malmenée par la société de l'époque. Surtout que c'est une jeune femme qui a été mariée en fait dans un mariage assez malheureux, puisqu'on se rend rapidement compte au début du roman que son mari a un problème, il est un peu fou. Et en fait elle retrouve son amour d'enfance à Paris, sauf que c'est une dame qui est hyper chaste, qui ne va jamais enfreindre en fait les lois du mariage, et donc elle va essayer de lutter contre son envie du coup d'être avec l'amour de son enfance, et en même temps elle doit lutter de toutes parts à cause des éditeurs, des journalistes qui essayent à chaque fois de se jeter sur elle pour qu'elle puisse être publiée. C'est vraiment terrifiant à lire parce qu'on se rend compte vraiment que c'était hyper dur d'être une femme autrice à l'époque, et que si vous n'aviez pas en fait de relation, c'était quasiment impossible de vous faire un nom dans les littératures. Et ouais, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Ce que j'aime bien dans le livre de Georges de Perbrune, c'est qu'on découvre à chaque fois un univers différent. Et là, ça m'a vraiment fait penser un peu au Rougon-Macquart de Zola dans ce sens-là, parce qu'en fait, à chaque fois, on est vraiment plongé dans un univers différent, et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là du roman. Donc bref, ça a été une très bonne lecture, je ne peux que vous le recommander si vous ne l'avez pas encore lu. Moi en tout cas ça me conforte dans l'idée que je vais lire tous les livres de cette autrice qui seront publiés, parce que là pour l'instant les 3 que j'ai lus ça a été 3 coups de cœur. Ensuite j'ai lu Le rêve de l'oncle de Dostoïevski, qui est un roman qui est pas très connu mais qui est assez drôle à lire. Assez drôle, même si la situation à l'intérieur est un peu dramatique, mais c'est un peu comme le livre dont je vous ai parlé dans mon bilan du mois de juillet de Dostoïevski. C'est des romans qui sont assez drôles à lire et loufoques. En fait, dans celui-ci, on suit un oncle qui est en fait un homme assez âgé, qui revient dans sa ville natale et qui va du coup faire des visites auprès des personnes notables de la ville. Sauf qu'on se rend compte que le vieil homme est un peu sénile, mais en même temps il a une fortune assez conséquente, donc à partir de ce moment-là il va y avoir plein de manigances qui vont être mises en place par différents personnages, et notamment une mère qui va décider de faire boire le vieil homme et de lui faire accepter de demander en mariage sa fille, pour qu'ensuite il se rende pas compte pour qu'il ne se rende pas trop compte qu'il a été roulé par cette femme, et donc ça crée des situations qui sont assez loufoques. C'est vrai que j'ai bien aimé. Je l'ai un peu moins aimé qu'Une sale histoire parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs par moment, mais c'est un roman qui est très chouette et pas très connu, donc si vous ne l'avez pas encore lu, je vous recommande vivement de le découvrir. Ensuite j'ai lu L'affaire Hachel, que j'ai reçu dans le cadre du club des lecteurs Folio. C'est un roman qui a reçu des avis assez dithyrambiques, notamment dans le club de lecteurs Folio où vraiment tout le monde l'a adoré, j'ai l'impression. Et donc j'avais hyper hâte de le lire. C'est une autrice irlandaise, et au niveau du plot, j'avais l'impression que ça allait un peu ressembler au roman que j'avais pu lire de Sally Rooney. Donc j'avais hyper hâte de le découvrir. On suit 2 personnages principaux qui sont Rachel et James. Ce sont 2 jeunes personnes qui se sont rencontrées
à leur travail. Ils travaillent tous les deux en fait dans une librairie à Cork en Irlande et ils ont décidé de vivre en colocation. Ensuite du coup leur vie à deux, leurs difficultés un peu financières parce que ça se passe en 2010. Donc c'est en plein dans la crise financière qui a eu lieu à l'époque et donc la vie devient un peu dure pour les deux personnages. Rachel, elle aimerait bien travailler dans l'édition, mais elle n'arrive pas en fait à obtenir de poste fixe. Rachel est en train de finir ses études et parmi ses professeurs, il y en a un qui s'appelle le docteur Byrne qui va un jour venir à la librairie et du coup elle va raconter à James qu'elle rêve en fait d'avoir une relation avec son professeur. Sauf qu'au final, on va rapidement se rendre compte que le professeur va décider d'avoir une relation avec James. Et donc à partir de ce moment-là, ça va créer plein de problèmes dans la vie de Rachel. Rachel, elle essaye de trouver un poste dans l'édition, mais c'est quasiment chose impossible. Et elle essaye parmi ses relations, dont la femme du professeur, d'obtenir un poste, sauf que forcément vous doutez bien que les secrets ne vont pas rester longtemps cachés et que ça va créer un gros bordel. C'est un livre que j'ai bien aimé, même si en fait je trouve que ça se lit comme une série un peu et j'ai pas trouvé l'histoire non plus extraordinaire. Donc je vous le recommande si vous aimez bien le livre de Sally Rooney parce que je trouve que ça ressemble un petit peu. Après comme je vous dis, il y a eu des avis hyper positifs sur ce livre. Je pense que c'est juste moi qui avais trop d'attentes du coup parce que je l'ai lu après tout le monde et je pensais que j'allais beaucoup plus l'apprécier. Je passe rapidement sur le 3e tome de Monster que j'ai lu en août et dont je vais pas trop vous parler parce que j'ai pas envie de vous spoiler l'intrigue. Le seul truc que je vais dire c'est que c'est toujours aussi bien, toujours aussi intéressant, même si je pense que j'aimerais que ça s'accélère un petit peu et qu'on ait plus de révélations. J'ai hâte de lire la suite et de voir si justement il va y avoir un peu plus de rythme et si on va vraiment commencer à découvrir tout ce qui se cache derrière tous les mystères qu'on suit depuis le début. Ensuite j'ai lu No Home de Yaa Gyasi. C'est un livre que j'avais dans ma palle depuis super longtemps et que je lisais pas pour je ne sais pas quelle raison. Je l'ai pris en vacances et ça a été une excellente lecture. J'ai adoré comment ce roman est construit. En fait, on suit au début du roman des personnages au Ghana, à l'époque où le commerce des esclaves commence à du coup s'importer dans ce pays. Et donc on suit deux femmes, l'une qui est mariée à un homme blanc et l'autre qui va être vendue en tant qu'esclave et qui va du coup être emmenée aux États-Unis. Et à partir de là, on va suivre à chaque fois la génération suivante de chaque femme, ce qui va nous permettre de vraiment mettre en contraste le destin du coup des différentes générations des deux femmes, qui est complètement différent, puisqu'il y en a une qui va rester au Ghana et l'autre qui va du coup se développer aux États-Unis, qui va nous permettre de découvrir donc l'esclavagisme aux États-Unis, la libération aussi des esclaves aux États-Unis, puisque comme je vous dis, il y a beaucoup de générations. En même temps, l'autre côté du coup de cette famille nous permet de découvrir le Ghana et de voir toutes les conséquences que l'esclavagisme va avoir sur le Ghana, puisqu'on découvre différents villages au fil des générations et on voit comment en fait leur lien avec la vente d'esclaves va impacter les différents villages du Ghana. C'est hyper intéressant, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé et que je peux que vous recommander si ce sont des sujets qui vous intéressent. Moi en tout cas ça m'a donné très envie de continuer à lire cette autrice et donc je pense que je m'achèterai bientôt Sublime Royaume qui me tente énormément aussi. Ensuite j'ai lu un autre livre qui était dans ma palle depuis super longtemps, Project Hail Mary de Andy Weir. J'ai vu en fait la bande-annonce qui est sortie avec Ryan Gosling ce mois-ci et je me suis dit en fait Camille t'abuse, lis le livre, ça fait genre 2 ans que je l'ai eu pour mon anniversaire et je l'ai toujours pas lu. Et donc je me suis lancée et ça a été une bonne lecture. C'est pas ma meilleure lecture de SF, mais c'est hyper prenant et je trouve que c'est vraiment le genre de roman parfait pour être adapté en film. En fait, on suit un prof de lycée qui se réveille sur un vaisseau spatial sans aucun souvenir et il découvre, grâce à certains indices, qu'il est envoyé pour sauver l'humanité puisqu'il y a un genre de microbe qui est en train de détruire le soleil et qui menace du coup de détruire tout l'écosystème de la Terre. Et au fur et à mesure des jours, sa mémoire va lui revenir peu à peu et il va se rendre compte en fait qu'il a, en plus d'être prof au lycée, un genre de doctorat en biochimie qui a fait que lorsque le problème des microbes s'est déclaré sur Terre, il s'est penché sur la question, il a été contacté par le gouvernement américain pour essayer de résoudre ce problème et il a été du coup au centre
de toutes les recherches qu'il y a eu sur Terre. Sauf qu'on sait pas pourquoi ils ont décidé d'envoyer un mec qui est pas du tout astronaute dans ce vaisseau. Surtout qu'en fait, quand il se réveille, il est seul et les deux coéquipiers qui sont avec lui sont morts dans leur lit. Donc il a aucune réponse à ces questions. Il trouve aucune réponse dans le vaisseau et ses souvenirs lui reviennent vraiment goutte à goutte. Donc il est complètement paumé, il sait pas quoi faire. Et donc nous on suit un peu comment tout ça va évoluer. Il y a plein d'autres aspects du livre dont je vais pas parler parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais la rencontre qu'il va faire, c'est les passages que j'ai préférés. Et j'ai beaucoup aimé la fin. Après, comme je vous disais, c'est pas non plus le meilleur livre de SF que j'ai lu. En fait, j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui m'a dérangé, mais ça a fait du coup que ça a pas été non plus un coup de cœur, mais comme je vous dis, ça a quand même été une très bonne lecture, donc n'hésitez pas à le lire si jamais ça vous intéresse. Et enfin, j'ai reçu de la part des éditions Seuil Strange Houses de Uketsu, qui est un auteur japonais qui a publié, je crois, 2 romans pour l'instant, Strange Houses et Strange Pictures. Et il y en a un 3e qui est en route. Enfin bref, c'est un roman dont j'ai entendu parler sur le booktube anglophone. Et il y a pas très longtemps, je crois que c'est Cornelius qui a fait une story et qui montrait qu'il lisait ce livre. Et en fait, je savais même pas qu'il allait être traduit. Donc je l'ai demandé aux éditions Seuil et je me suis empressée de le lire lorsque je l'ai reçu parce que l'intrigue m'intéressait trop. En fait, on suit un homme qui va pour l'un de ses amis étudier le plan d'une maison que cet ami souhaite acheter et il va rapidement se rendre compte qu'il y a des choses bizarres dans le plan de cette maison, des espaces qui sont vides, auxquels on n'a pas accès, des chambres qui n'ont pas de fenêtres, des drôles de dispositions de pièces et en fait ils vont commencer à se lancer dans une genre d'enquête pour découvrir ce qu'il se passait dans cette maison, qui sont les anciens propriétaires et pourquoi ils ont dessiné les plans comme ça. Et à partir de là, il y a des personnes qui vont du coup s'associer à eux pour cette enquête, pour qu'on découvre un petit peu tout ce qui se passait dans ces maisons, puisque leur hypothèse de base, c'est que c'était des maisons où il y a eu des meurtres commis par des enfants, puisque toutes les choses bizarres sont centrées autour des chambres d'enfants. Elles n'ont pas de fenêtres. Il y a des pièces à côté auxquelles on n'a pas accès par des portes ou quoi que ce soit, mais qui sont à chaque fois soit collées à la chambre d'enfant, soit au-dessus, en dessous. Et donc forcément ça éveille un petit peu leur curiosité. Et ouais, donc ils se lancent dans l'enquête. C'est un roman que j'ai lu hyper vite. En plus c'est écrit très gros, on a beaucoup de plans de maisons à l'intérieur et de documents. Donc c'est un livre qui se lit hyper rapidement. J'étais à fond dans l'enquête parce que j'avais envie de savoir ce qui se cachait derrière tout ça, qu'est-ce qui s'était passé dans cette maison. Mais au final, est-ce que ça a été une lecture marquante? Je pense pas. C'est une intrigue qui reste quand même assez simple, je trouve. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus tiré par les cheveux. Et au final, j'ai fini le livre et je me suis dit, ah oui, c'est tout. Donc, je pense que j'avais, une fois de plus, trop d'espoir dans ce livre. Faut que j'arrête de mettre la barre trop haute pour les livres parce qu'en fait à chaque fois que j'entends des retours élogieux, je me dis ça va être super, je vais adorer et tout, sauf qu'au final à chaque fois je suis déçue parce que je mets la barre trop haut. Donc ouais, mais c'est quand même une bonne lecture. Moi ça m'a donné envie de lire ces autres romans. Si jamais c'est un genre de livre qui peut vous intéresser, je vous recommande quand même. Après sachez que ça se lit très vite. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures du mois d'août. J'espère que vous aussi vous avez fait des bonnes lectures. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire parce que comme d'habitude j'aime beaucoup vous lire et j'aime beaucoup vous répondre. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.